La brume épaisse drapait la forêt comme un manteau de secret. Entre les arbres centenaires, où la lumière lunaire peinait à percer, s'étendait un territoire oublié du temps. Là, dans les profondeurs de la forêt de Shadowmire, vivait une légende que les habitants du village voisin ne murmuraient qu'à voix basse, craignant que prononcer son nom n'attire une malédiction sur leur foyer. Ils l'appelaient Fenrir, le roi Alpha, le loup-garou le plus puissant ayant jamais marché entre deux mondes. Mais rares étaient ceux qui connaissèrent la vérité derrière ses yeux dorés brillant dans l'obscurité. Peu savèrent la douleur qui avait transformé un homme noble en une créature de solitude et de fureur. Notre histoire commence par une froide nuit d'hiver, alors que le destin décida d'entrelacer deux âmes brisées de façon qu'aucune des deux n'aurait pu imaginer. La jeune Elara courait à travers la forêt, le cœur battant à tout rompre. Ses pieds nus saignaient sur les pierres et les branches sèches, mais la douleur physique était insignifiante comparée à la terreur qui la propulsait. Ses vêtements déchirés, une simple robe de paysanne maculée de boue et de larmes, racontaient l'histoire d'une fuite désespérée. Elle avait 22 ans, de longs cheveux châtains tombant en vagues échevelées sur ses épaules, et des yeux verts qui, en d'autres circonstances, auraient brillé de l'éclat de l'espoir. Mais cette nuit-là, seule la peur s'y reflétait. 3 jours plus tôt, sa vie s'était effondrée. Le village de Millbrook, où elle était née et avait grandi, où elle connaissait chaque visage et chaque histoire, s'était retourné contre elle. Accusée de sorcellerie pour une tragédie qu'elle n'avait pas causée, la mort mystérieuse du fils du maire, Elara s'était retrouvée encerclée par des personnes qu'elle appelait autrefois amies, maintenant transformées en une foule assoiffée de justice. Elle avait échappé de peu à la prison, grâce à l'aide de sa mère adoptive, la vieille Martha, qui avait payé cette bonté de sa propre vie. Le dernier cri de Martha résonnait encore à ses oreilles, tandis qu'elle courait. « Va dans la forêt, ma fille. Là seulement, ils ne pourront pas t'atteindre. » Ainsi, sans choix, sans destination, sans espoir, Elara pénétra sur le territoire interdit, la forêt de Shadowmire, le foyer du monstre. Les voix de ses poursuivants se rapprochaient, des hommes armés de torches et de machettes, aveuglés par la superstition et la soif de vengeance. Elara trébucha sur une racine et tomba à genoux, l'air lui brûlant les poumons. Des larmes coulaient sur son visage sale. « S'il vous plaît », murmura-t-elle à l'univers, à toute force qui pouvait l'entendre. « Je ne veux pas mourir ainsi. » C'est alors qu'elle l'entendit. Un grognement sourd et profond qui hérissa chaque poil de son corps. Il ne venait pas de derrière elle, des hommes qui la chassaient, mais de devant, des ombres entre les arbres. Elara leva lentement les yeux, et son cœur s'arrêta presque. Là, émergeant de l'obscurité telle une apparition de cauchemar et de beauté sauvage, se tenait le loup. Il était immense, de la taille d'un ours adulte. Son pelage, noir comme minuit, luisait sous la faible lumière lunaire, ses muscles ondulant sous la fourrure à chaque mouvement calculé. Mais ce furent les yeux qui la captivèrent, dorés, intenses, remplis d'une intelligence qu'aucun animal ordinaire ne devrait posséder. Dans ses yeux, elle vit la douleur, la colère, la solitude, un reflet d'elle-même. « C'est donc vrai ?» murmura Elara, sa voix tremblante mais étrangement calme. La peur qu'elle avait ressentie face aux humains commençait à se dissiper, remplacée par autre chose. L'acceptation, peut-être la résignation. Le roi Alpha existe. Le loup fit un pas en avant, ses yeux ne la quittant jamais. Un autre grognement, plus bas, presque interrogateur. Il inclina légèrement la tête, l'étudiant avec une curiosité qui semblait défier sa nature féroce. Les voix des poursuivants s'intensifièrent. « Elle est passée par ici. Trouvez la sorcière. » Quelque chose changea dans les yeux du loup. Un éclair de reconnaissance, de compréhension. Il regarda derrière lui, en direction des voix, puis revint à Elara. Pendant un instant impossible, elle aurait juré qu'elle avait vu de l'hésitation chez cette créature puissante. Elara fit alors quelque chose qui défiait toute logique, toute raison. Elle tendit sa main tremblante vers le loup. « Ils vont me tuer, » dit-elle simplement, sa voix se brisant. «
non pour quelque chose que j'ai fait, mais par peur, par ignorance. Je préfère vous affronter, vous, une créature honnête dans sa nature, plutôt que de retourner vers ceux qui prétendent être humains, mais ont perdu toute humanité. » Le loup la fixa pendant de longues secondes. Puis, à la stupéfaction complète d'Elara, il s'approcha. Son museau immense renifla sa main tendue, son souffle chaud sur sa peau froide. Et dans ses yeux dorés, elle vit ce qu'elle n'aurait jamais cru voir chez une bête. La compassion. Un cri déchira l'air. « Là, j'ai vu du mouvement. » Le loup prit sa décision. Dans un mouvement rapide qui fit haleter Elara, il la saisit par l'arrière de sa robe avec ses dents, doucement mais fermement, et se mit à courir. Elara se retrouva emportée à travers la forêt avec une vitesse impossible, les branches défilant en flou autour d'elle. Ils coururent pendant des minutes, qui lui semblèrent des heures. Lorsqu'ils s'arrêtèrent enfin, ils se tenaient devant une caverne cachée parmi des rochers recouverts de mousse. Le loup la déposa délicatement au sol, et avant qu'elle ne puisse comprendre ce qui se passait, il leva la tête et lâcha un hurlement qui résonna dans toute la forêt. Ce n'était pas un hurlement de chasse, c'était un avertissement, une déclaration territoriale. Et avec lui vint le bruit de pas précipités s'éloignant. Les hommes du village, terrifiés, couraient se réfugier chez eux. Elara était sauvée par une créature qui aurait dû être son cauchemar. Elle regarda le loup qui l'observait maintenant avec ses yeux dorés perçants. « Merci », murmura-t-elle, croyant à peine aux mots qui sortirent de sa bouche. « Vous m'avez sauvée. » Le loup continua de l'observer un instant. Puis, étonnamment, il s'approcha et se coucha à côté de l'entrée de la grotte, comme s'il montait la garde, comme s'il la protégeait. Épuisée au-delà des mots, le corps tremblant de froid et de choc émotionnel, Elara se glissa à l'intérieur de la caverne. Elle était sèche et étonnamment propre. Elle s'enroula dans un coin, serrant ses genoux contre sa poitrine, et laissa enfin couler les larmes. Des larmes pour la mère qu'elle avait perdue, pour la vie qu'elle ne pourrait plus jamais avoir, pour l'injustice d'un monde cruel, mais aussi des larmes de soulagement, car contre toute attente, elle était vivante, et elle n'était pas seule. À l'extérieur de la caverne, sous la lumière argentée de la lune, Fenrir montait la garde, et dans sa poitrine sauvage, quelque chose qu'il croyait mort depuis longtemps commençait à s'éveiller. Quelque chose de dangereux et de beau, l'espoir. Un foyer dans l'ombre. Quand Elara se réveilla, le soleil était déjà haut. Il lui fallut quelques secondes pour que le souvenir de la nuit précédente revienne, et avec lui le poids écrasant de sa nouvelle réalité. Elle était vivante, oui, mais désormais une fugitive cachée dans la forêt interdite, sous la protection de quoi exactement? Elle se traîna jusqu'à l'entrée de la caverne et s'arrêta, surprise. Le loup était parti. À sa place, soigneusement empilées près de l'entrée, se trouvaient des baies sauvages, des racines comestibles et, étonnamment, un petit lapin déjà dépecé et prêt à être cuit. Quelqu'un, ou quelque chose, avait chassé pour elle. Elara sentit sa poitrine se serrer d'une émotion qu'elle ne parvenait pas à nommer. De la gratitude, certes, mais aussi de la confusion, de l'émerveillement. Cette créature, ce monstre des légendes, prenait soin d'elle. Elle passa la journée à explorer prudemment les alentours de la caverne, ne s'éloignant jamais trop. La forêt était dense, mais d'une certaine manière, elle ne se sentait pas menaçante. C'était comme si quelque chose la protégeait, maintenait les dangers à distance. La nuit, il revint. Elara était assise près d'un petit feu qu'elle avait réussi à allumer lorsqu'elle entendit le bruit de pas lourds. Son cœur s'accéléra, non pas de peur, mais d'anticipation. Le loup émergea des ombres, ses yeux dorés rencontrant les siens immédiatement. Il portait un autre lapin dans sa gueule, qu'il déposa près d'elle avant de se coucher, à une distance respectueuse. « Merci », dit doucement Elara. « Pour la nourriture, pour tout. » Le loup inclina la tête, ce geste étrangement humain de reconnaissance. Ils restèrent ainsi longtemps, se contentant de s'observer à travers les flammes dansantes. Elara réalisa qu'il y avait quelque chose de profondément intelligent dans ses yeux. Ce n'était pas seulement l'instinct animal, c'était la conscience, c'était humain. « Vous comprenez, n'est-ce pas »
demanda-t-elle avec hésitation. Mes paroles, vous les comprenez. Le loup cligna lentement des yeux une fois. Oui. Et Lara sentit à nouveau des larmes lui monter aux yeux. Vous n'êtes pas qu'un loup, n'est-ce pas? Vous êtes plus... Un autre lent clignement. Elle serra ses genoux, fixant le feu. Je n'ai plus personne, confessa-t-elle, sa voix se brisant. Ils ont tué Martha. Elle était la seule personne qui m'aimait, qui m'a recueillie quand mes vrais parents sont morts à mes 5 ans. Et maintenant elle est partie, et je suis seule. Et je ne sais pas quoi faire, ni où aller. Un son bas vint du loup. Ce n'était pas un grognement, c'était presque une plainte, comme s'il comprenait parfaitement ce genre de douleur. Et Lara le regarda à travers ses larmes. Vous aussi, vous êtes seule, n'est-ce pas? Je peux voir dans vos yeux la même solitude que je ressens. Le loup se leva et, à sa grande surprise, s'approcha. Lentement, prudemment, il se coucha à côté d'elle, assez près pour qu'elle puisse sentir la chaleur rayonnant de son corps immense. Une invitation silencieuse. Avec des mains tremblantes, Lara tendit la main, et pour la première fois, toucha son pelage. Il était étonnamment doux, chaud. Elle sentit les muscles tendus en dessous, prêts à l'action, mais elle sentit aussi son cœur battre, fort, rapide, vivant. Puis-je rester ici? Demanda-t-elle dans un murmure. Juste un moment, jusqu'à ce que je trouve quoi faire. Le loup pressa légèrement sa tête contre sa main. Oui. Ainsi commença une étrange cohabitation entre la fugitive et la bête. Les jours se transformèrent en semaines. Et Lara établit une routine dans la caverne, la rendant habitable. Elle tissa des nattes avec des fibres végétales, créa des étagères rudimentaires pour stocker la nourriture, elle la décora même avec des fleurs sauvages lorsque le printemps commença à arriver. Et toutes les nuits, le loup revenait, parfois avec du gibier, parfois juste pour se coucher près d'elle et la laisser caresser son pelage pendant qu'elle lui parlait de sa journée, de ses souvenirs, de ses rêves perdus. Elle commença à l'appeler Fenrir, le nom que les légendes utilisaient, et bien qu'il ne puisse jamais répondre par des mots, elle sentait qu'il écoutait chaque parole, comprenait chaque sentiment. Mais Elara remarquait autre chose. Elle remarquait comment il s'éloignait parfois, lorsqu'elle touchait certaines zones de son corps, comment il se raidissait lorsqu'elle mentionnait la transformation ou la magie, comment ses yeux se remplissaient d'une tristesse profonde lorsqu'elle l'interrogeait sur son passé. La révélation, au clair de lune. Une nuit, après des semaines de cohabitation silencieuse, quelque chose de différent se produisit. La lune était particulièrement brillante, une pleine lune qui peignait la forêt d'argent. Et Lara était assise à l'entrée de la caverne, observant les étoiles, lorsqu'elle entendit un son qu'elle n'avait jamais entendu auparavant. C'était un cri de douleur, d'agonie, et il venait de la direction où Fenrir disparaissait toujours. Sans réfléchir, Elara attrapa une torche et courut vers le son. Son cœur battait la chamade, la peur et l'inquiétude mêlées à parts égales. Elle le trouva dans une clairière baignée de clairs de lune, mais ce qu'elle vit l'immobilisa. Le loup était en train de changer. Sa forme se tordait, les os craquaient, le pelage se rétractait. C'était horrible et fascinant à la fois, et terriblement douloureux, à en juger par les cris qui déchirèrent l'air. Elara aurait dû courir, elle aurait dû se cacher, mais quelque chose de plus fort prit le dessus, la compassion. La même compassion qu'il lui avait montrée cette première nuit. Elle lâcha la torche et courut vers lui, tombant à genoux à côté de la créature en pleine transformation. « Tout va bien », murmura-t-elle, sa voix ferme malgré la peur. « Je suis là. Vous n'êtes pas seul. » Elle tendit les mains et les posa sur lui, ignorant la chaleur brûlante de sa peau, ignorant le danger, offrant juste sa présence, son réconfort. La transformation continua, mais quelque chose changea. L'agonie dans ses cris diminua, la violence des spasmes s'adoucit, puis, finalement, ce fut le silence. Elara garda les yeux fermés, craignant de les ouvrir, craignant ce qu'elle verrait. Mais elle entendit alors quelque chose qui lui coupa le souffle.
Une voix rauque, lourde de douleur et de décennies de silence, mais indubitablement humaine. « Tu ne devrais pas être ici. » Ses yeux s'ouvrirent. Là, allongé devant elle, sous la lumière de la lune, il n'y avait plus le loup. Il y avait un homme. Il était grand. Elle pouvait le voir même en le voyant allongé. De longs cheveux noirs tombaient sur son visage, humide de sueur. Son corps était musclé, marqué de vieilles cicatrices, nu à l'exception d'un pantalon déchiré. Et quand il leva le visage, elle vit les mêmes yeux dorés qu'elle connaissait. Les mêmes yeux qu'il avait à sauver, mais maintenant sur un visage humain. Un beau visage, d'une beauté sauvage, avec des traits marqués et une mâchoire forte, recouverte d'une barbe naissante. Un visage tordu par la douleur et la honte. « Fenrir », murmura-t-elle. « Ne m'appelle pas ainsi, » dit-il, sa voix éraillée. « Ce nom appartient au monstre. Alors, comment dois-je vous appeler » Il hésita, comme si le simple fait de prononcer son vrai nom était une bataille. « Kiren », dit-il finalement. « Mon nom était Kiren, avant que je ne devienne ça. » Et Lara ne réfléchit pas, n'analysa pas. Elle agit juste par l'instinct de son cœur. Elle ôta son propre châle et le posa sur ses épaules, un simple geste de dignité. « Kiren », répéta-t-elle doucement, testant le nom sur sa langue. « C'est un beau nom. » Il rit, un son amer. « Il n'y a rien de beau en moi depuis longtemps. »« Je ne suis pas d'accord, » dit Elara, les surprenant tous les deux par la fermeté de sa voix. « L'être qui m'a sauvée, qui m'a nourrie, qui m'a protégée. Cet être, qu'il soit loup ou homme, est beau, il est noble, il est plus humain qu'aucun de ceux qui m'ont pourchassé. » Kiren la fixa, et dans ses yeux dorés, elle vit quelque chose se briser. Un mur qu'il avait maintenu érigé pendant si longtemps commençait à se fissurer. « Tu ne sais pas ce que tu dis, » murmura-t-il. « Tu ne sais pas ce que j'ai fait. Le sang sur mes mains. »« Alors raconte-moi, » dit Elara, s'asseyant à côté de lui. « Raconte-moi ton histoire. » Et là, sous la pleine lune qui avait été témoin de sa malédiction pendant tant d'années, Kiren parla enfin. Son histoire commençait 30 ans auparavant, à une époque où il n'était qu'un jeune homme idéaliste. Kiren venait d'une ancienne lignée de protecteurs de la forêt, des gardiens qui maintenaient l'équilibre entre le monde humain et le monde naturel. Il était tombé amoureux d'une femme nommée Isabella, la fille du seigneur des terres voisines. C'était un amour interdit, un gardien et une noble, mais il était réel, il était pur. Ils avaient prévu de s'enfuir ensemble, de commencer une nouvelle vie, loin des contraintes de leur position. Mais le père d'Isabella le découvrit et, dans sa fureur, engagea un sorcier des ombres pour donner une leçon au jeune audacieux qui avait osé toucher à sa fille. La malédiction fut brutale. Kiren fut transformé en loup-garou, condamné à vivre comme une bête, perdant son humanité un peu plus à chaque pleine lune. Mais la véritable cruauté de la malédiction n'était pas la transformation, c'était la conscience. Il garderait son esprit humain piégé dans un corps de loup, forcé de témoigner de ses propres actions sans contrôle. Et la première chose que la bête fit cette première nuit terrible fut de chasser. Isabella, qui était venue le chercher, essayant de l'aider, fut la première victime de ses griffes. « Je l'ai tué, » dit Kiren, sa voix se brisant après des décennies de silence sur cette horreur. « J'ai tué la femme que j'aimais, avec mes griffes, mon propre corps. Je l'ai vue mourir, et je n'ai rien pu faire pour l'empêcher. » Des larmes coulaient sur son visage, des traces d'une douleur qui n'avait jamais guéri. Après ça, j'ai fui dans les profondeurs de la forêt. J'ai juré que je n'approcherais plus jamais des humains, que je vivrais comme le monstre que j'étais devenu. Et pendant 30 ans, j'ai tenu ce serment, jusqu'à toi. Et Lara écoutait, les larmes aux yeux, ressentant chaque mot comme un coup de poignard dans son cœur. « Quand je t'ai vue cette nuit-là, » continua Kiren, courant loin de ces hommes, terrifiée mais toujours avec du feu dans les yeux, tu m'as rappelé, Isabella. Pas physiquement, vous n'êtes pas semblables, mais j'ai vu la même innocence condamnée injustement,
la même volonté de vivre contre toute attente. Et je n'ai pas pu les laisser te faire de mal. Mais vous aviez le contrôle, murmura Elara. Vous m'avez sauvée. Vous ne m'avez pas blessée. Pour combien de temps? Demanda-t-il amèrement. La malédiction empire chaque année. La bête devient plus forte. Un jour, peut-être pas si lointain, je perdrai complètement. Et alors? Alors nous trouverons un moyen de briser la malédiction avant cela, déclara Elara avec détermination. Kiren la regarda, l'étonnement peint sur ses traits. Tu ne comprends pas? Il n'y a aucun moyen de la briser. Toute malédiction a une clé, l'interrompit Elara. Martha me l'a enseigné. Elle en savait beaucoup sur la magie ancienne. Et s'il y a un moyen de te maudire, il y a un moyen de te libérer. Martha, répéta Kiren, la reconnaissance brillant dans ses yeux. La guérisseuse du village. Elle savait qui j'étais. Elle laissait des médicaments et de la nourriture au bord de la forêt pour moi. Elara sentit de nouvelles larmes monter. Sa mère adoptive, toujours si bonne, aidant même ceux que le monde considérait comme des monstres. Alors, elle le croirait aussi, dit fermement Elara. Elle croirait que vous méritez le salut. Kiren secoua la tête, désespérée. Tu ne comprends pas, je ne le mérite pas. La voix d'Elara claqua comme un fouet. Vous n'avez pas le droit de décider cela. Vous avez été maudit, Kiren, forcé de faire des choses terribles. Ce n'est pas votre faute. J'ai tué Isabella. Et vous pensez qu'elle voudrait vous voir souffrir ainsi pendant 30 ans, pourrir dans la culpabilité et la solitude? Elara lui saisit les épaules, le forçant à la regarder. Vous m'avez sauvé la vie. Vous avez pris soin de moi. Vous avez montré plus d'humanité dans votre forme de loup que ces hommes n'en ont montré dans leur forme humaine. Ça doit bien signifier quelque chose. Kiren la fixa, et quelque chose dans ses yeux dorés céda finalement. Le mur se brisa complètement, et derrière lui se tenait un homme brisé, désespérément seul, qui était trop fatigué de porter son fardeau tout seul. Je ne sais pas comment, avoua-t-il dans un murmure. Alors nous allons le découvrir ensemble, répondit Elara, sa propre voix adoucie. Tu n'es plus seul, Kiren, et moi non plus. Nous avons tous deux été rejetés par le monde, alors nous allons créer le nôtre. Et là, dans cette clairière baignée de clair de lune, deux êtres brisés trouvèrent quelque chose qu'ils pensaient tous deux avoir perdu à jamais. Un but, une connexion, et la plus petite graine d'espoir. Deux âmes, un lien. La transformation de cette nuit-là changea tout. Kiren passait toujours la plupart de son temps sous sa forme de loup. C'était plus sûr, disait-il, plus facile à contrôler. Mais maintenant, il prenait occasionnellement sa forme humaine pour parler avec Elara. Ils développèrent une routine. Pendant la journée, Elara explorait la forêt, cueillant des herbes et étudiant les vieux carnets que Martha avait cachés dans sa robe. Des registres de sorts, de malédictions, et elle espérait, peut-être, une guérison. Le soir, Kiren revenait, et ils parlèrent de tout, de rien, du passé, du présent et de l'avenir incertain. Elara apprit sa vie avant la malédiction. Comment il aimait la musique, comment il jouait de la flûte lors des fêtes du village, sa mère, morte jeune, et son père, un sage gardien qui lui avait enseigné le respect de toutes les formes de vie. Kiren, à son tour, écoutait fasciné tandis qu'Elara racontait son enfance sous la garde de Martha. Comment la vieille guérisseuse lui avait enseigné les plantes médicinales, les rythmes de la nature, la gentillesse et la compassion même face à la cruauté. Elle disait toujours que tout le monde mérite une seconde chance, commenta Elara un soir, caressant le pelage de Kiren alors qu'il était allongé sous sa forme de loup, la tête sur ses genoux. Que la rédemption n'est pas quelque chose que l'on gagne, mais quelque chose que l'on choisit. Kiren, incapable de répondre par des mots sous cette forme, pressa simplement sa tête contre sa main. Mais à mesure que les jours passaient, quelque chose de plus commençait à fleurir entre eux, quelque chose qu'aucun d'eux n'attendait et que tous deux craignaient de nommer. Elara se surprenait à penser à lui constamment. La façon dont ses yeux dorés brillaient lorsqu'elle faisait une découverte dans les carnets de Martha. Le timbre profond de sa voix lorsqu'il parlait sous sa forme humaine, chargé de décennies d'expérience et de sagesse,
la gentillesse avec laquelle il traitait chaque créature de la forêt, même en étant le prédateur suprême. Et Kiren luttait contre des sentiments qu'il croyait morts avec Isabella. La façon dont son cœur s'accélérait lorsqu'Elara souriait, comment il se surprenait à chercher des excuses pour se transformer en sa forme humaine, juste pour la voir le regarder non pas comme une bête, mais comme un homme. Comment ses doigts fourmillaient du désir de toucher son visage, d'écarter une mèche de cheveux de ses yeux. Mais il résistait. Comment ne pas résister? Il était une créature maudite, un meurtrier. Elle méritait mieux. Elle méritait le monde entier. L'épreuve de la tempête. Tout changea lors d'une nuit de tempête. Le vent hurlait à travers les arbres comme des esprits en colère. Des éclairs déchirèrent le ciel, illuminant la forêt par des flashs brutaux de lumière blanche. Elara était dans la caverne, à l'abri du pire de la tempête, mais inquiète. Kiren n'était pas encore revenue. Elle essaya de se convaincre que tout allait bien. C'était un loup-garou, un prédateur suprême. Une simple tempête ne serait pas un problème pour lui. Mais elle entendit alors un son porté par le vent, un gémissement de douleur. Son cœur s'arrêta. Sans réfléchir, Elara attrapa une cape et une torche et courut dans la tempête. La pluie la trempa immédiatement, le vent essayant de la déraciner. Mais elle avança, suivant son instinct, suivant une connexion qui dépassait la logique. Elle le trouva près de la rivière, qui avait débordé à cause de la pluie. Kiren, sous sa forme de loup, était piégé sous un arbre tombé. Son flanc était déchiré, non par accident, réalisa-t-elle avec horreur, mais par des griffes. Des griffes d'un autre animal. « Kiren !» Elle courut vers lui, tombant à genoux dans la boue. Ses yeux dorés clignèrent, embués de douleur. Un grognement vint de l'obscurité. Elara tourna la tête et vit, émergeant des ombres, 3 loups énormes. Pas des loups-garous, des loups communs, mais territoriaux et menacés par la présence du roi Alpha sur leur terre pendant la tempête. Elara se plaça entre Kiren et les loups, ouvrant les bras. « Non !» Sa voix coupa la tempête. « Vous ne le toucherez pas !» Les loups grognèrent, se préparant à attaquer. Elara savait qu'elle n'avait aucune chance, mais elle ne bougerait pas. Elle ne laisserait pas Kiren souffrir seule. C'est alors qu'elle sentit une chaleur profonde se répandre à partir de son centre, une énergie qu'elle n'avait jamais su posséder, s'éveillant face au danger. Les carnets de Martha le mentionnaient, la magie latente, dormante, jusqu'à ce qu'elle soit nécessaire. Ses mains brillèrent d'une lumière douce, verte comme la forêt printanière. Les loups s'arrêtèrent, confus, puis, à la stupeur d'Elara, ils reculèrent, non de peur, mais de respect, de reconnaissance. Elle était une protectrice de la forêt, tout comme Kiren l'avait été autrefois. Le sang appelait le sang. Les loups disparurent dans la tempête, et Elara tomba à genoux, épuisée. Mais il n'y avait pas de temps pour se reposer. Kiren était blessée. Avec une force qu'elle ne se connaissait pas, elle réussit à déplacer l'arbre juste assez pour le libérer. Puis, supportant son poids immense, elle le guida vers la caverne. En sécurité dans la caverne, avec un feu luttant pour rester allumé contre le vent, Elara examina ses blessures. Elles étaient graves, profondes, saignantes. « Vous devez vous transformer », implora-t-elle. « La forme humaine guérit plus vite. » Les yeux de Kiren rencontrèrent les siens. Il y avait de la peur, non de la douleur physique, mais de quelque chose de plus profond. Mais il lui faisait confiance. Et alors, pour la première fois volontairement devant elle, il se transforma. Le changement fut douloureux, mais rapide. Kiren était là, humain, nu et en sang. Elara le couvrit rapidement de couvertures et commença à soigner les blessures. Elle utilisa tout ce que Martha lui avait appris, des herbes pour nettoyer, des toiles d'araignée pour arrêter le saignement, des cataplasmes pour prévenir l'infection. Ses mains travaillaient avec une compétence née d'années d'observation de Martha, mais tremblaient légèrement. « Pourquoi as-tu fait ça ?» demanda Kiren, sa voix faible. « Pourquoi as-tu risqué ta vie pour moi ?» Elara s'arrêta,
ses mains toujours sur sa poitrine bandée. Les mots vinrent avant qu'elle ne puisse les retenir. Une vérité crue et effrayante. Parce que je ne peux pas supporter l'idée de te perdre. Le silence qui s'ensuivit fut chargé d'une électricité qui n'avait rien à voir avec la tempête à l'extérieur. « Elara » murmura Kiren, son nom comme une prière, comme un avertissement, comme une supplication. Elle leva les yeux pour rencontrer les siens, ses yeux dorés qui hantaient ses rêves. « Je sais ce que vous allez dire, » murmura-t-elle. « Que c'est dangereux, que vous ne pouvez pas, que je mérite mieux. Mais Kiren, vous ne comprenez pas? Vous m'avez déjà donné mieux. Vous m'avez donné la gentillesse quand le monde m'offrait la cruauté. Vous m'avez donné la protection quand je n'avais personne. Vous m'avez donné l'espoir quand tout semblait perdu. »« Je suis maudit, » dit-il, sa voix se brisant. « Je suis un meurtrier. J'ai du sang sur les mains qui ne pourra jamais être lavé. »« Et je suis une fugitive accusée de sorcellerie ?» répondit Elara, sa main se déplaçant pour toucher son visage, ses doigts traçant la ligne de sa mâchoire. « Aux yeux du monde, nous sommes tous deux des monstres. Peut-être est-ce pour cela que nous parvenons à voir l'humanité l'un dans l'autre. » Kiren ferma les yeux, s'appuyant contre son toucher, comme un homme assoiffé trouvant enfin de l'eau. « Je ne peux pas te promettre un avenir, » confessa-t-il. « Je ne sais pas combien de temps il me reste avant que la bête ne prenne complètement le contrôle. Je ne sais pas si nous pourrons jamais briser cette malédiction. »« Alors ne me promettez pas l'avenir, » dit Elara, sa voix douce mais ferme. « Donnez-moi le présent. Donnez-moi cet instant. Donnez-moi la vérité de ce que vous ressentez. » Les yeux de Kiren s'ouvrirent, et elle y vit un tourbillon d'émotions. La peur, le désir, la douleur, l'espoir, l'amour. Tant d'amour qu'il lui coupa le souffle. « Je t'aime, » dit-il, les mots émergeant comme une confession arrachée à son âme. « Dieu me pardonne, mais je t'aime depuis cette première nuit où tu as tendu la main vers moi sans peur, où tu as vu à travers le monstre l'homme à l'intérieur. Tu m'as rappelé ce que c'est de sentir, ce que c'est de vivre, et ça me terrifie parce que je ne peux supporter l'idée de te faire du mal. » Des larmes coulaient sur le visage d'Elara, mais elle souriait. « Alors ne me faites pas de mal, » murmura-t-elle. « Aimez-moi, c'est tout ce que je demande. Aimez-moi, tant que nous le pouvons. Aime-moi, Elara. » Sa voix était un avertissement, une supplique, une reddition. Et alors elle se pencha et posa ses lèvres sur les siennes. Le baiser fut doux au début, hésitant, comme si tous deux craignaient que l'autre ne disparaisse. Mais il s'approfondit ensuite. Les 30 années de solitude de Kiren et toute la douleur récente d'Elara fusionnèrent en quelque chose de transcendant. Ses mains s'entrelacèrent dans ses cheveux, l'attirant plus près, et elle se fondit contre lui, attentive à ses blessures, mais désespérée de sentir sa proximité. Quand ils se séparèrent finalement, tous deux étaient essoufflés, les fronts pressés l'un contre l'autre. « C'est de la folie, » murmura Kiren, mais ses mains ne la relâchèrent pas. « Toute ma vie est folle maintenant, » répondit Elara avec un rire doux. « Autant l'embrasser. » Ils s'installèrent ensemble cette nuit-là. Elara, blottie dans les bras de Kiren, écoutant le rythme régulier de son cœur. La tempête à l'extérieur se calma progressivement, et avec elle, quelque chose dans leurs âmes trouva la paix. Pour la première fois en 30 ans, Kiren dormit sans cauchemar. Pour la première fois depuis la mort de Martha, Elara dormit en se sentant en sécurité. Et la forêt environnante, ancienne et sage, fut témoin et approuva. La clef de la malédiction. Les jours qui suivirent furent les plus heureux qu'aucun d'eux n'ait connus depuis des années. Kiren se rétablit rapidement, sa nature de loup-garou accélérant la guérison, et ensemble, ils commencèrent à construire non seulement une existence, mais une vie. Elara travailla sans relâche sur les carnets de Martha, cherchant tout indice qui pourrait aider à briser la malédiction. Kiren, à son tour, lui enseigna les secrets de la forêt. Comment lire les signes de la nature, comment se déplacer silencieusement parmi les arbres, comment comprendre le langage des animaux. Et dans des moments volés, ils se permettèrent d'être simplement,
d'être un couple, d'être heureux. Kiren montra à Elara ses endroits préférés dans la forêt. Une cascade cachée où l'eau scintillait comme des diamants au soleil, un champ de fleurs sauvages qui ne fleurissait qu'au printemps, un vieil arbre qu'il disait avoir 1000 ans et garder les secrets du monde. Elara, à son tour, ramena la musique dans la vie de Kiren. Elle chantait pendant qu'elle travaillait, de vieilles chansons que Martha lui avait apprises. Et progressivement, timidement, Kiren commença à chanter avec elle. Sa voix était rouillée par des décennies de désuétude, mais elle était belle, profonde et riche. Un soir, il sculpta même une flûte en bois, comme celle qu'il jouait dans sa jeunesse. Les premiers sons furent hésitants, mais bientôt les souvenirs revinrent, et la musique emplit la caverne et la forêt environnante. « C'est ainsi que cela devrait être », dit Elara, la tête sur ses genoux tandis qu'il jouait. « C'est ça, vivre. » Mais le bonheur, comme ils le savaient tous deux trop bien, est souvent éphémère. Ce fut Kiren qui le remarqua le premier. La lune était à nouveau croissante, approchant de sa plénitude, et avec elle, la bête en lui s'agitait avec plus d'intensité que jamais. Il essaya de le cacher à Elara au début. Il ne voulait pas l'inquiéter, ne voulait pas briser la bulle fragile de bonheur qu'ils avaient construite, mais elle le connaissait trop bien maintenant. Elle voyait la tension dans ses épaules, la façon dont il s'éloignait lorsqu'elle essayait de le toucher, la peur grandissante dans ses yeux dorés. « Ça empire, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle un soir, 2 nuits avant la pleine lune. Kiren ne put lui mentir. « Oui, » admit-il. Sa voix tendue, la bête. Elle est en colère, jalouse. Elle sent qu'il y a quelque chose qu'elle veut protéger maintenant, quelque chose de précieux, et cela la rend plus forte, plus territoriale. « Moi ?» demanda doucement Elara. « Toi, » confirma-t-il. « La nuit de la pleine lune, je ne peux pas rester ici, Elara. Je ne peux pas prendre le risque. Si quelque chose t'arrivait, alors nous briserons la malédiction avant cela, » déclara Elara avec détermination. « En 2 jours ?» Kiren rit amèrement. « Mon amour, nous cherchons depuis des semaines. »« Alors nous chercherons plus vite, » l'interrompit-elle. « Kiren, il doit y avoir une réponse. Toute malédiction a une clé. Martha l'a écrit à plusieurs reprises dans ses carnets. » Elle passa cette nuit-là plongée dans les carnets, relisant chaque page, chaque note marginale, cherchant quelque chose qu'ils avaient manqué. Kiren regardait, son cœur déchiré entre l'amour et le désespoir. Ce fut près de l'aube qu'Elara se figea soudain. « Ici », murmura-t-elle, son doigt traçant un passage presque effacé dans le coin d'une page. « Kiren, regarde ça. » Il s'approcha, lisant par-dessus son épaule. C'était une note sur les anciennes malédictions, spécifiquement celle impliquant la transformation. La clé pour briser une malédiction de transformation forcée ne réside pas dans les potions ou les sorts extérieurs, mais dans le cœur de la malédiction elle-même. Ce qui a été pris doit être rendu. Ce qui a été brisé doit être guéri. Et l'amour véritable donné librement peut être le pont entre les 2 formes. Elara se tourna vers Kiren, ses yeux brillants de larmes d'espoir. L'amour véritable, Kiren. Vous aimiez Isabella, et elle vous aimait, mais la malédiction a été jetée dans la haine, dans la séparation forcée. Elle est morte par vos mains, mais non par votre choix. « Qu'est-ce que tu dis ?» demanda Kiren, craignant de comprendre. « La malédiction se nourrit de votre culpabilité, de votre autopunition. Vous portez le poids de la mort d'Isabella comme si c'était votre choix. Mais ça ne l'était pas. Vous avez été forcé. Et tant que vous ne vous pardonnerez pas, tant que vous n'accepterez pas que vous étiez autant une victime qu'elle, la bête aura toujours le pouvoir sur vous. »« Je ne peux pas, » murmura Kiren, reculant. « Je ne peux pas pardonner ça. Je l'ai tué. »« La bête l'a tué ?» cria Elara, lui saisissant les bras. « Kiren, vous êtes votre propre prison. La malédiction est réelle, mais vous la renforcez chaque jour avec votre culpabilité et votre haine de vous-même. Vous devez vous libérer. Vous devez choisir de vivre,
Et si j'échoue ? Demanda-t-il, sa voix se brisant. Et si j'essaie et que la bête gagne quand même ? Et si je te fais du mal ? Et Lara prit son visage dans ses mains, le forçant à la regarder. Alors nous y ferons face ensemble, mais Kyrène, vous devez essayer. Pas pour moi, pour vous. Vous méritez d'être libre. Des larmes coulèrent sur le visage de Kyrène maintenant. Des décennies de douleur débordaient enfin. J'ai tellement peur, confessa-t-il. Je sais, murmura Elara, le tirant dans une étreinte. Moi aussi. Mais la peur ne peut pas nous gouverner éternellement. À un moment donné, nous devons avoir foi. Ils restèrent ainsi tandis que l'aube se levait. Deux êtres serrés l'un contre l'autre face au poids du monde et du passé. Et Kyrène prit une décision. La transformation. La nuit de la pleine lune arriva trop tôt. Le ciel était clair, les étoiles brillant comme des témoins silencieux. Kyrène et Elara se tenaient dans la clairière, où ils s'étaient transformés pour la première fois devant elle. Seulement, cette fois, l'atmosphère était différente. Il y avait un but. Il y avait de l'espoir. « Es-tu sûre de ça ?» demanda Kyrène pour la 10e fois, serrant les mains d'Elara. « Absolument, » répondit-elle, bien que son cœur batte la chamade, entre peur et anticipation. Le plan était simple, mais risqué. Kyrène se soumettrait à la transformation, mais cette fois, il ne fuirait pas la douleur, la culpabilité, la bête. Il l'affronterait. Et Elara serait là, utilisant la magie latente qu'elle avait découverte la nuit de la tempête, servant d'encre, de pont entre l'homme et la bête. « Si quelque chose tourne mal, » commença Kyrène. « Ça n'arrivera pas, » l'interrompit Elara. « J'ai confiance en toi, Kyrène, en tes deux parties, l'homme et le loup, car tous deux m'ont sauvé, tous deux m'ont aimé, et tous deux méritent d'être libres. » La lune commença à monter, et avec elle, Kyrène sentit la transformation commencer. Mais cette fois, il ne lutta pas contre elle, n'essaya pas de la réprimer. Il l'embrassa. Le changement commença. Les os se brisant et se reformant, la peau se changeant en fourrure, mais il y avait quelque chose de différent. La douleur était toujours là, mais pas l'agonie habituelle. C'était plus comme une naissance, comme si quelque chose de vieux était rejeté pour faire place à quelque chose de nouveau. Elara tint ses mains aussi longtemps qu'elle put, puis les plaça sur son corps en transformation, laissant cette lumière verte couler à travers elle. Elle n'essayait pas d'empêcher la transformation. Elle essayait de la guérir, de guérir la blessure au cœur de la malédiction. Et puis Kyrène fut complètement loup. L'immense corps noir était tendu, les yeux dorés, sauvage et confus. Elara pouvait sentir la bête à l'intérieur, enragée, territoriale, voulant attaquer. « Tout va bien, » murmura-t-elle, ne reculant pas d'1 centimètre. « Je sais que tu as peur. Je sais que tu es en colère, mais tu n'es pas un monstre. Tu es Kyrène, et je t'aime. »« Les deux parties de toi !» Le loup grogna, faisant des pas menaçants vers elle. Chaque instinct d'Elara lui criait de courir, mais elle resta ferme. « Tu as tué Isabella, » continua-t-elle, sa voix ferme même à travers les larmes. « Et ce fut terrible, tragique, mais ce n'était pas ton choix. Tu as été utilisée comme une arme, et elle ne voudrait pas te voir souffrir ainsi. Elle t'aurait pardonné, Kyrène, tout comme je te pardonne. Mais ça ne signifie rien tant que tu ne te pardonnes pas toi-même. » Le loup s'arrêta, ses yeux rencontrant les siens. Et en eux, Elara pouvait voir la bataille faire rage. L'homme contre la bête, la culpabilité contre l'amour, le passé contre l'avenir. « Choisis, » murmura-t-elle. « Pas pour moi, pas pour Isabella, pour toi. Choisis de vivre, choisis d'être libre. » Pendant un long moment, rien ne se passa. Puis, lentement, le loup s'approcha, non avec agressivité, mais avec curiosité, avec reconnaissance. Il pressa sa tête massive contre la main d'Elara, et elle sentit quelque chose changer. La lumière verte qui coulait d'elle s'intensifia, les enveloppant tous deux dans un cocon d'énergie pulsante. Et puis Kyrène se transforma à nouveau, mais cette fois, ce n'était pas un simple retour à l'homme. Cette fois, quelque chose de fondamental changeait dans l'essence même de la malédiction.
La transformation fut longue et intense. Elara garda ses mains sur lui, canalisant tout ce qu'elle avait, tout son espoir, tout son amour, toute sa foi qu'il pouvait être sauvé. Quand ce fut finalement terminé, Kiren était allongé sur l'herbe sous forme humaine, haletant, mais entier. Et ses yeux étaient toujours dorés, mais il y avait quelque chose de différent en eux. La clarté, la paix. « Je peux », murmura-t-il avec admiration. « Je peux sentir la bête. Elle est toujours là, mais elle ne me contrôle plus. Nous sommes un. » Elara s'effondra à genoux à côté de lui, épuisée mais radieuse. « La malédiction est transformée, » dit Kiren, émerveillé. « Non pas brisée, mais transformée. Je peux encore devenir loup, mais maintenant c'est un choix, mon choix. Et quand je me transforme, je garde le contrôle total. L'homme et la bête, enfin en paix. » Il s'assit et tira Elara dans ses bras, tous deux riant et pleurant en même temps. « Tu as fait ça, » murmura-t-il dans ses cheveux. « Tu m'as libérée. »« Nous l'avons fait, » corrigea Elara. « Ensemble. » Et là, sous la pleine lune qui était autrefois sa prison mais qui était maintenant sa libération, Kiren embrassa Elara avec tout l'amour d'un homme qui était enfin, après 30 longues années, libre, gardien et justice. Mais la liberté, comme ils le découvrirent, ne signifiait pas la fin de leur défi. Les jours qui suivirent la transformation de la malédiction furent joyeux, mais apportèrent aussi de nouvelles questions. Kiren était libre, oui, mais toujours un loup-garou, et Elara était toujours une fugitive recherchée. « Nous ne pouvons pas rester cachés dans la forêt éternellement, » dit Elara un matin, 2 semaines après la levée de la malédiction. « Ce n'est pas vraiment vivre, c'est juste exister en sécurité. » Kiren, qui pratiquait ces transformations, désormais capable de changer à volonté entre l'homme et le loup, s'arrêta. « Que suggères-tu »« Nous devons laver nos noms, » dit Elara, la détermination brûlant dans ses yeux verts. « Tous les deux. Tu n'es plus une menace. Tu peux contrôler tes transformations. Et je ne suis pas une sorcière maléfique. Je peux prouver mon innocence. »« Elara, ils ont failli te tuer, » argumenta Kiren, la peur colorant sa voix. « Et tu as vécu cachée pendant 30 ans, » répondit-elle doucement. « Kiren, tu es libre de la malédiction. Ne t'enferme pas dans une nouvelle prison de peur. Nous méritons plus que ça. Nous méritons de vivre nos vies au grand jour. » Kiren savait qu'elle avait raison, mais l'idée de la mettre à nouveau en danger lui tordait l'estomac. « Alors, nous le ferons de la bonne manière, » dit-il finalement. « Nous ne retournerons pas à Millbrook tout de suite. Nous irons d'abord à la capitale. Il y a là un conseil de la magie, des médiateurs entre les humains et les êtres magiques. Si nous obtenons leur approbation, leur protection, alors nous aurons une chance. » Elara haleta, un sourire fleurissant sur son visage. « Quand partons-nous ?»« Demain, » décida Kiren, mais aujourd'hui, il la tira dans une étreinte. « Aujourd'hui, laisse-moi juste être avec toi, sans plan, sans souci, juste nous. » Et ainsi, ils passèrent la journée dans la forêt qui avait été leur refuge et le témoin de leur amour. Kiren montra à Elara ce que c'était que de voir le monde à travers les yeux d'un loup, se transformant et la laissant monter sur son dos, tandis qu'il courait à travers les arbres avec une joie pure. Elara, à son tour, montra à Kiren la magie qui s'était éveillée en elle. Elle n'était ni puissante ni impressionnante, mais elle était belle. Elle pouvait faire fleurir les fleurs d'un simple toucher. Elle pouvait sentir les émotions des créatures de la forêt. Elle pouvait guérir de petites blessures. « Tu es une véritable protectrice, » dit Kiren avec admiration. « Comme je l'étais avant la malédiction, » médita Elara. « La forêt l'a reconnue en toi. »« Alors peut-être est-ce mon destin aussi, » Kiren ajouta. « Non pas de retourner au village, mais de trouver un nouveau but ici, en protégeant la frontière entre les mondes. »« À tes côtés, » ajouta Kiren, lui prenant la main. « Toujours à tes côtés, » confirma-t-elle. Le voyage jusqu'à la capitale dura 3 jours. Kiren voyagea principalement sous forme de loup, c'était plus rapide et moins visible, avec Elara montée sur son dos.
Ils évitèrent les villages et les routes principales, restant dans les forêts et les champs ouverts. La nuit, ils campaient sous les étoiles, et K'iren reprenait sa forme humaine. Il parlait de l'avenir, faisait des plans, rêvait de rêves qui semblaient impossibles auparavant. « Et si le conseil nous accepte, dit Elara un soir, que ferons-nous ensuite ?»« Nous construirons une vie, répondit K'iren, caressant ses cheveux tandis qu'elle était allongée sur sa poitrine. Une maison à la lisière de la forêt, peut-être, où nous pourrons vivre entre les mondes. Tu pourras utiliser tes talents de guérisseuse pour aider les voyageurs et les créatures de la forêt. Je pourrai protéger le territoire, maintenir l'équilibre, et nous serons ensemble, ajouta doucement Elara. Et nous serons ensemble, confirma-t-il, embrassant le sommet de sa tête. Quand ils arrivèrent enfin à la capitale, Elara fut émerveillée. Elle n'avait jamais vu une ville aussi grande. Des bâtiments de pierre s'élevaient vers le ciel, des rues pavées, grouillées de gens de toutes origines, et au centre de tout, se dressant comme une sentinelle, se trouvait la tour du conseil. Ils attendirent la tombée de la nuit pour entrer dans la ville. K'iren était sous forme humaine, avec une cape cachant son apparence distinctive. Trouver la tour fut facile. C'était le plus haut bâtiment, marqué de symboles arcaniques qui luisaient doucement dans l'obscurité. Les gardes à l'entrée étaient différents des soldats ordinaires. Elara pouvait sentir la magie autour d'eux, des sorts de protection et de détection. « Halte !» ordonna l'un d'eux alors qu'il s'approchait. « Quelle est si votre affaire avec le conseil ?» K'iren s'avança, rejetant sa capuche. Les gardes se tendirent immédiatement à la vue de ses yeux dorés, leurs mains se portant à leurs armes. « Paix !» dit K'iren, ses mains levées dans un geste non menaçant. « Mon nom est K'iren Ashwood, anciennement gardien de la forêt de Shadowmire. Je viens solliciter une audience avec le conseil pour demander reconnaissance et protection. » Les gardes se regardèrent. « Ashwood !» répéta l'un d'eux, la reconnaissance clignotant dans ses yeux. « La lignée des gardiens. Nous pensions qu'ils étaient éteints. »« Presque, » répondit K'iren avec tristesse. « Mais pas complètement. Et je viens réclamer ma place et offrir mes services. » Il y eut un long moment de délibération. Puis le garde hocha la tête. « Attendez ici. Je transmettrai le message au conseil. » L'attente sembla une éternité. Elara serra la main de K'iren, unie dans la nervosité et l'espoir. Finalement, les portes s'ouvrirent. Une femme âgée, vêtue de robes ornées des symboles du conseil, émergea. Ses yeux étaient vifs et perçants, mais non cruels. « K'iren Ashwood, » dit-elle, sa voix douce mais autoritaire. « Est-il vrai que vous êtes encore en vie ? De nombreuses années se sont écoulées depuis que votre nom a été prononcé dans ces salles. »« C'est vrai, conseillère, » répondit K'iren respectueusement. « Et c'est une longue histoire qui explique mon absence. » Son regard se déplaça vers Elara. « Et qui est votre compagne ?»« Mon nom est Elara, » répondit-elle, avant que K'iren ne puisse le faire, sa voix ferme malgré la peur. « J'ai été faussement accusée de sorcellerie à Millbrook, et je demande l'asile et la justice. » La conseillère les étudia longuement. « Histoire complexe, je suppose. Très bien. Le conseil vous accordera une audience, mais sachez que les mensonges ne seront pas tolérés entre ces murs. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, est ce que nous recherchons. »« Nous n'avons rien à vous cacher, » dit Elara, serrant la main de K'iren. « Alors, entrez, » dit la conseillère, se retournant. « Et que vos vérités vous libèrent ou vous condamnent. » Jugement et union. La salle du conseil était impressionnante. Un espace circulaire au plafond voûté, les murs couverts d'anciennes tapisseries représentant l'histoire de la magie et de l'humanité entrelacées. 7 chaises formaient un demi-cercle, 5 d'entre elles occupées par des membres du conseil, représentant de différentes factions et pouvoirs. K'iren et Elara furent placés au centre, exposés et vulnérables sous les regards perçants des conseillers. La conseillère qui les avait accueillis, présentée comme Morgana, la sage, prit la parole. K'iren Ashwood, de la lignée des gardiens, et Elara de Millbrook. Vous venez devant ce conseil pour demander reconnaissance et protection, mais nous devons d'abord entendre vos histoires,
Et comme je l'ai dit, seule la vérité sera acceptée. » Elle fit un geste, et l'un des autres conseillers, un homme avec des runes brillantes sur son front, murmura un enchantement. Elara sentit quelque chose s'installer sur eux. Une légère pression, mais indéniable. « Un sort de vérité, » expliqua Morgana. « Il ne vous forcera pas à parler, mais il vous empêchera de mentir. Êtes-vous prêt à procéder sous ces termes ?» Kiren et Elara se regardèrent, puis hochèrent la tête. Ainsi, sous le poids du sort et les yeux du conseil, Kiren commença à raconter son histoire. Il n'épargna aucun détail. Il parla de son amour pour Isabella, de la malédiction jetée en vengeance, de l'horreur de tuer la femme qu'il aimait. Il parla des 30 années de solitude et d'autopunition, de la bête qui le consumait lentement. Puis, Elara prit le relais, racontant sa vie à Millbrook, la fausse accusation, la mort de Martha, sa fuite dans la forêt, et comment Kiren, la créature que tous craignaient, fut celui qui fit preuve d'une véritable humanité. Ensemble, ils racontèrent comment ils avaient en brisé la malédiction par l'amour et le pardon, par une transformation non seulement du corps, mais de l'âme. Quand ils eurent fini, le silence dans la salle était absolu. Ce fut l'un des autres conseillers, un jeune homme aux yeux perçants, qui parla le premier. « Vous vous attendez à ce que nous croyions que l'amour véritable a brisé une malédiction de sang et de trahison ? C'est un conte de fées, pas la réalité. » « Et pourtant, c'est la vérité, » intervint doucement Morgana. « Le sort confirmerait s'il mentait, et il ne mente pas. » « Mais un loup-garou en liberté, » commença un autre conseiller. « Je ne suis pas en liberté, » interrompit Kiren fermement. « J'ai le contrôle total sur mes transformations. La malédiction a été transformée en don. Laissez-moi vous le démontrer. » Avant que quiconque ne puisse protester, Kiren se transforma. Le changement fut fluide, gracieux, sans aucune trace de l'agonie d'avant. En quelques secondes, le loup noir se tenait là où l'homme se trouvait. Des halètements résonnèrent dans la salle, mais Kiren n'avança pas, ne grogna pas. Il s'assit simplement, les yeux dorés, clairs et intelligents, et attendit. Puis il se transforma à nouveau, tout aussi doucement. « Comme vous pouvez le voir, » dit-il lorsqu'il retrouva sa forme humaine, « l'homme et la bête sont en harmonie. Je ne suis pas une menace, mais un gardien, comme mes ancêtres avant moi. » Morgana se pencha en avant, un intérêt sincère dans ses yeux. « Et vous, Elara ? Vous avez également manifesté de la magie, mais vous dites que vous n'êtes pas sorcière. » « Je ne savais pas que j'avais de la magie jusqu'à ce qu'il soit nécessaire de sauver Kiren, » admit Elara. « Martha, ma mère adoptive, croyait que je venais d'une lignée de protecteurs également, mais n'en était jamais certaine. La magie s'est éveillée quand il y avait besoin, comme le disent les anciennes histoires. »« Intéressant, » murmura Morgana. « Très intéressant. » Les conseillers délibérèrent à voix basse entre eux pendant de longues minutes. Elara et Kiren attendirent, les mains entrelacées, unies quelle que soit l'issue. Finalement, Morgana se leva. Le conseil est parvenu à une décision. Le cœur d'Elara s'arrêta presque. « Kiren Ashwood, nous reconnaissons votre droit du sang en tant que gardien. Plus que cela, nous voyons en vous un exemple rare, quelqu'un qui a transformé une malédiction en don, la haine en amour. Vous êtes reconnu comme le gardien alpha de la forêt de Shadowmire, avec tous les droits et responsabilités que cela implique. » Kiren ferma brièvement les yeux, soulagé et reconnaissant. « Elara de Millbrook, » continua Morgana, « votre magie est véritable et votre cœur est pur. Les accusations portées contre vous étaient basées sur l'ignorance et la peur. Ce conseil vous accorde non seulement l'asile, mais la reconnaissance en tant que protectrice apprentie. Vous étudierez sous notre direction, développerez vos capacités, puis vous reviendrez servir aux côtés de Kiren Ashwood. » Des larmes de pur soulagement coulèrent sur le visage d'Elara. « Merci, » murmura-t-elle. « Merci beaucoup. » « Mais, » ajouta Morgana, un doux sourire effleurant ses lèvres, « il y a une condition. »
Kiren et Elara se regardèrent nerveusement. Vous devez vous unir formellement. Une union reconnue par ce conseil, liant vos magies et vos objectifs. 2 gardiens, 2 protecteurs, unis au service de la forêt et de l'équilibre entre les mondes. Acceptez-vous ces termes? Kiren se tourna vers Elara, ses yeux dorés brillant de larmes non versées. Elara, dit-il doucement, tu m'as libérée d'une malédiction que je croyais éternelle. Tu m'as appris à aimer à nouveau, à vivre à nouveau. Rien ne me rendrait plus heureux que de passer ma vie à tes côtés. Veux-tu m'épouser? Elara rit à travers ses larmes, lui jetant ses bras autour du cou. Oui, 1000 fois oui. La salle éclata en applaudissements, même les conseillers les plus sceptiques souriant devant l'amour sincère qui se tenait devant eux. Et ainsi, sous les bénédictions du Conseil de la magie, dans la capitale où la justice et la vérité régnaient, Kiren et Elara furent unis non seulement dans l'amour, mais dans le destin. La famille Ashwood, la cérémonie eut lieu 1 semaine plus tard, une belle fusion d'anciennes traditions et de nouvelles magies. Elara portait une robe simple mais élégante, en tissu vert forêt, des fleurs sauvages, entrelacées dans ses cheveux. Kiren était dans ses vêtements de gardien restaurés, du cuir et du tissu dans des tons de terre, marqués des symboles de sa lignée. Mais le moment le plus magique fut lorsque Morgana les unit. Elle dessina des symboles dans l'air avec un bâton lumineux, entrelaçant leur magie, la nature sauvage de Kiren, avec l'essence de guérison d'Elara, en une tresse brillante de lumière dorée et verte qui les enveloppa tous deux avant de se fondre dans leur cœur. Que ce lien soit aussi fort que les racines des arbres anciens, proclama Morgana, sa voix résonnant de pouvoir. Qu'il soit aussi durable que les montagnes, qu'il soit aussi libre que le vent à travers la forêt. Kiren Ashwood et Elara de Millbrook, vous êtes maintenant unis non seulement en esprit, mais en essence. 2 protecteurs, 2 âmes, un seul objectif. Quand Kiren embrassa Elara, scellant leur union, la magie pulsa à travers eux dans une vague de chaleur et de lumière. Elara pouvait sentir sa présence dans son esprit maintenant, non invasive, mais réconfortante. Une connexion qui transcendait les mots, et Kiren pouvait sentir son cœur battre à l'unisson avec le sien. 2 moitiés enfin complètes. Les jours suivants furent dédiés à la formation. Elara étudia avec les maîtres du conseil, apprenant à contrôler et à diriger sa magie. Elle découvrit que son don allait au-delà de la guérison. Elle pouvait communiquer avec les plantes, comprendre les murmures de la terre, même calmer les animaux sauvages d'un simple toucher. Kiren, à son tour, travailla avec d'autres gardiens pour affiner son contrôle sur ses transformations. Il apprit qu'il pouvait prendre des formes intermédiaires, conservant des aspects humains tout en invoquant la force du loup, ou inversement. C'était un don rare, un résultat unique de la transformation de sa malédiction. Mais ce qu'ils chérissaient le plus, c'étaient les nuits où ils retournaient dans la simple chambre qu'ils partageaient dans la tour, juste eux deux, mari et femme, planifiant l'avenir qui semblait impossible auparavant. « Es-tu heureux ?» demanda Kiren un soir, et Elara blottit dans ses bras tandis qu'ils regardèrent les étoiles par la fenêtre. « Plus que je n'aurais jamais cru possible, » répondit-elle honnêtement. « Il y a un mois, j'étais une créature de solitude et de désespoir, » dit Kiren doucement. « Maintenant, j'ai toi. J'ai un but. J'ai de l'espoir. Alors oui, mon amour. Je suis heureux, profondément, complètement heureux. » Elara se tourna pour lui faire face, traçant la ligne de sa mâchoire avec des doigts doux. « Parfois, je n'arrive toujours pas à croire que ce soit réel, que tu sois réel, que nous soyons réels. »« Nous sommes très réels, » murmura Kiren, capturant sa main et embrassant sa paume. « Et notre histoire ne fait que commencer. » Un nouvel alpha 3 mois plus tard, ils retournèrent dans la forêt de Shadowmire en tant que gardiens reconnus. Mais il y avait d'abord un compte à régler en suspens. Millbrook. Le voyage jusqu'au village fut différent cette fois. Ils ne voyageaient pas comme des fugitifs, mais comme des représentants officiels du conseil. Morgana les accompagna avec 2 autres gardes pour s'assurer que justice soit rendue. Lorsqu'ils franchirent les portes de Millbrook, le village entier sembla se figer. Les gens sortirent de leurs maisons, les murmures se répandant comme un feu. Certains visages montrèrent de la peur, d'autres de la culpabilité, d'autres encore une colère non résolue. Le maire, l'homme dont le fils était mort et qui avait lancé la chasse contre Elara,
émergea de son bureau, le visage livide à leur vue. « Elara » murmura-t-il, le nom sortant comme une accusation et une reconnaissance à la fois. « Mère Aldrich » parla Morgana avant qu'Elara ne puisse répondre, sa voix portant une autorité indéniable. « Je suis la conseillère Morgana du Conseil de la magie de la capitale. Nous sommes venus enquêter sur les accusations portées contre cette jeune femme et rendre justice à Millbrook. Justice a déjà été rendue, tenta Aldrich d'argumenter, mais sa voix était faible. C'est une sorcière. Elle a tué mon fils. Elle ne l'est pas, coupa une voix. Tous se tournèrent pour voir une femme âgée émerger de la foule. Greta, la sage-femme du village, amie de Martha. Et nous le savons tous, Aldrich. Ton fils est mort de la fièvre, une maladie naturelle. Martha a essayé de le sauver, et Elara était là pour l'aider. Mais toi, dans ta douleur, tu avais besoin de blâmer quelqu'un, et tu as choisi la fille orpheline qui n'avait personne pour la défendre. Des murmures se répandirent dans la foule. D'autres commencèrent à parler, des voix autrefois réduites au silence par la peur, trouvant maintenant du courage. « J'ai vu Elara aider à sauver ma fille quand elle était malade, » dit une femme. « Elle a toujours été gentille avec nous, » ajouta un autre. « Et nous l'avons condamnée pour rien, » admit un homme plus âgé avec honte. Aldrich semblait rapetisser, le poids de sa culpabilité et de ses mensonges l'écrasant finalement. « J'étais dans la douleur, » murmura-t-il. « Mon fils, mon seul fils. Et dans ta douleur, tu as pris la vie de Martha et failli prendre celle d'Elara. » Parla Kyrène pour la première fois. Sa voix était profonde et contrôlée, mais chargée d'un pouvoir qui fit reculer tout le monde. Ta douleur ne justifie pas la cruauté que tu as infligée. Qui es-tu pour juger ? Tenta Aldrich de se défendre, mais ses yeux s'écarquillèrent, en voyant les yeux dorés de Kyrène. Il est Kyrène Ashwood, gardien alpha de la forêt de Shadowmire, déclara Morgana, et mari d'Elara. Ensemble, ils sont reconnus par le Conseil comme les protecteurs de ces terres, et c'est sous l'autorité du Conseil que nous rendons jugement. Ce qui suivit fut un procès équitable, quelque chose qu'Elara n'avait jamais eu auparavant. Des témoins furent entendus. La vérité sur la mort du fils du maire fut établie, une fièvre commune. Rien de magique, rien de maléfique. La mort de Martha fut confirmée comme un homicide par négligence. Aldrich fut démis de ses fonctions et condamné à des travaux d'intérêt général, aidant à reconstruire ce que sa colère avait détruit. Ce n'était pas la vengeance qu'Elara cherchait, mais la justice et la reconnaissance. Le moment le plus puissant fut lorsqu'Elara se tint devant la tombe de Martha. Une simple pierre tombale à la lisière du cimetière du village. Kyrène se tenait derrière elle, une présence solide et réconfortante. « Elle savait pour vous » dit doucement Elara, posant des fleurs sauvages sur la tombe. « Martha savait que vous viviez dans la forêt. Elle vous laissait des remèdes. » « Elle m'a sauvée plus de fois que je ne peux compter, » admit Kyrène, sa voix pleine d'émotion. « Sans ces herbes, sans sa bonté silencieuse, j'aurais pu succomber à la bête bien plus tôt. C'était une femme extraordinaire. » « Elle aurait aimé voir ça, » dit Elara, des larmes coulant sur son visage. « Voir la justice rendue, nous voir ensemble, voir que son sacrifice n'a pas été vain. » « Elle voit, » dit une voix douce derrière eux. Greta s'approcha, ses propres yeux rouges de larmes. Martha a toujours cru aux fins heureuses, même quand le monde semblait cruel. Et elle serait si fière de toi, chère Elara. Si fière. Elara serra la vieille sage-femme dans ses bras, pleurant toutes deux pour Martha, pour la justice, pour le dénouement. Un foyer dans la forêt. Lorsqu'ils quittèrent Millbrook 2 jours plus tard, ce fut avec la paix des comptes réglés et des vérités révélées. Certains dans le village les craignaient encore. Les vieux préjugés meurent lentement, mais d'autres leur firent signe d'adieu, certains même s'excusant pour leur silence quand Elara avait le plus eu besoin de soutien. « Es-tu en paix maintenant » demanda Kyrène alors qu'il chevauchait, lui sous forme humaine cette fois, de retour vers la forêt. Elara considéra la question attentivement. « Pas exactement la paix, dit-elle finalement. La perte de Martha fait toujours mal.
la trahison de ceux que je pensais être mes amis. Mais il y a un dénouement, une justice, et cela suffit. C'est plus que ce que j'ai eu pendant 30 ans, admit K'iren. Tu m'as appris que le pardon ne signifie pas oublier, mais aller de l'avant, sans laisser l'amertume te consumer. Nous nous l'avons appris l'un à l'autre, corrigea Elara avec un sourire. La forêt de Shadowmere les accueillit comme de vieux amis. Les animaux semblaient plus audacieux. Les oiseaux chantaient plus fort. Même les arbres semblaient s'incliner en signe de salutation, tandis que K'iren et Elara chevauchaient sous leurs branches. Ils avaient décidé de faire de la caverne leur base, mais avec des améliorations significatives. Avec l'aide du conseil et les ressources qu'ils avaient maintenant en tant que gardiens reconnus, ils transformèrent la simple caverne en un véritable foyer. Les murs furent renforcés et décorés. Des meubles furent apportés, simples mais confortables. Une zone d'étude fut créée pour qu'Elara pratique et développe ses talents de guérisseuse. Un espace extérieur fut désigné pour les transformations et l'entraînement de K'iren. Mais, plus important encore, ils plantèrent un jardin. Des herbes médicinales, des fleurs, des légumes, un morceau de vie cultivé au cœur de la forêt sauvage. C'était symbolique, pensait Elara, de leur propre vie. Sauvage, mais nourrie, libre, mais ancrée, naturelle, mais cultivée avec amour. Les semaines se transformèrent en mois, et ils établirent progressivement une routine. K'iren patrouillait la forêt sous sa forme de loup, maintenant l'équilibre, protégeant contre les braconniers et ceux qui chercheraient à nuire à l'écosystème délicat. Il était craint et respecté. Les légendes sur le roi Alpha se répandaient à nouveau, mais cette fois avec des nuances de protection, non de terreur. Elara, à son tour, devint connue comme la guérisseuse de la forêt. Les voyageurs blessés, les animaux malades, même les gens des villages voisins commencèrent à la chercher. Elle ne refusait jamais d'aider, honorant la mémoire de Martha à travers chaque vie qu'elle touchait. Et la nuit, ils se retrouvaient, juste mari et femme, amants, meilleurs amis, partageant des repas autour du feu, échangeant les histoires de la journée, faisant des plans pour l'avenir. Ce fut lors d'une de ces nuits, 6 mois après leur retour, qu'Elara partagea une nouvelle qui changerait tout à nouveau. Ils étaient allongés sous les étoiles, dans le champ de fleurs que K'iren lui avait montré il y a si longtemps, un endroit qui était devenu spécial pour eux deux. La main de K'iren reposait protectrice sur le ventre d'Elara, et il était en train de raconter une histoire sur un cerf particulièrement têtu qu'il avait rencontré lors de sa patrouille. K'iren, l'interrompit doucement Elara. Quelque chose dans sa voix le fit s'arrêter, se tourner pour lui faire face. « Qu'y a-t-il, mon amour ?» Elle prit sa main et la pressa plus fermement contre son ventre. « Il y a quelque chose que je dois te dire. » Le cœur de K'iren s'accéléra, en partie peur, en partie espoir. « Elara, je suis enceinte, » dit-elle simplement, ses yeux verts cherchant les siens à la lumière des étoiles. « Nous allons avoir un bébé. » Pendant un long moment, K'iren ne put parler. Trop d'émotions s'entrechoquaient en lui. La joie, la peur, l'émerveillement, un amour si intense qu'il en était presque douloureux. « Un bébé ?» murmura-t-il finalement, sa voix se brisant. « Nous allons avoir un bébé. » Elara hocha la tête, les larmes brillant dans ses yeux. « Je l'ai découvert aujourd'hui. La magie du conseil l'a confirmé. Je suis enceinte d'environ 8 semaines. » K'iren s'assit brusquement, tirant Elara doucement dans une étreinte serrée. Tout son corps tremblait sous la force de son émotion. « Je n'ai jamais pensé... » commença-t-il, puis s'arrêta, incapable de former des mots adéquats. « Je sais, » murmura Elara, le serrant aussi fort. « Je n'ai jamais pensé non plus. Mais K'iren, c'est réel. Nous créons une vie, une nouvelle vie née de notre amour. Et si... » K'iren s'écarta, la peur submergeant soudain. « Et si l'enfant hérite de ma malédiction ?»« Ce n'est plus une malédiction, » l'interrompit fermement Elara. « Tu l'as transformé en don. Et si notre enfant hérite de tes capacités, alors nous lui enseignerons le contrôle, l'amour, l'équilibre, tout comme tu as appris. » «
Et si je ne suis pas un bon père, admit K'iren, sa peur la plus profonde. J'ai vécu comme une bête pendant 30 ans. Je ne sais pas comment. Tu seras un père merveilleux, dit Elara avec une conviction absolue. Parce que tu sais ce que c'est d'être seul. Alors tu t'assureras toujours que notre enfant se sente aimé. Tu connais la douleur. Alors tu protégeras notre enfant des souffrances inutiles. Et tu comprends à la fois l'homme et la bête, alors tu lui enseigneras l'équilibre. K'iren la fixa, et lentement, la peur dans ses yeux fut remplacée par autre chose. L'admiration, la gratitude, un amour si profond qu'il n'avait pas de mots. « Comment sais-tu toujours quoi dire ?» demanda-t-il, riant à travers ses larmes. « Parce que je te connais, » répondit Elara simplement. « Chaque partie de toi, et je t'aime, chaque partie de toi. » K'iren posa sa main sur le ventre d'Elara à nouveau, cette fois avec révérence. « Bonjour, petit, » murmura-t-il. « Je suis ton père, et je te promets que je te protégerai. Je t'aimerai, et je t'enseignerai tout ce que je sais sur ce monde beau et sauvage. Tu es déjà si aimé. » Elara couvrit sa main de la sienne. Tous deux connectés, le passé, le présent, et l'avenir entrelacés en un moment parfait. L'aube d'Aurora. La grossesse d'Elara fut étroitement surveillée par le conseil. Morgana elle-même rendait visite tous les mois, s'assurant que la mère et le bébé étaient en bonne santé. Il y avait quelques inquiétudes. Personne ne savait exactement comment un enfant né d'un gardien loup-garou et d'une protectrice se développerait. Mais au soulagement et à la joie de tous, la grossesse se déroula sans accroc. Elara rayonnait de santé, sa magie semblant amplifiée par la vie qui grandissait en elle. Les plantes fleurissaient plus abondamment à son contact. Les animaux blessés guérissaient plus vite. Même la forêt semblait plus vibrante autour d'elle. K'iren devint férocement protecteur. Il la laissait à peine hors de sa vue, vérifiant constamment son confort, ses besoins. C'était adorable, et parfois exaspérant. Mais Elara savait que cela venait d'un lieu d'amour profond. « Tu te rends compte que je ne suis pas faite de verre, n'est-ce pas ?» plaisanta-t-elle un après-midi, lorsque K'iren insista pour porter un panier d'herbes qu'elle avait cueilli, un panier qui ne pesait presque rien. « Je sais, » admit K'iren avec un sourire coupable. « Mais tu portes notre enfant, la chose la plus précieuse au monde. Laisse-moi prendre soin de toi. » Comment pouvait-elle argumenter contre cela? Au fil des mois, et à mesure que le ventre d'Elara s'arrondissait, ils se préparèrent à l'arrivée du bébé. Greta, la sage-femme de Millbrook, arriva pour rester avec eux le dernier mois, son savoir en matière d'accouchement étant inestimable. Elle et K'iren avaient une relation intéressante. Elle le traitait avec une familiarité que peu osaient, lui rappelant quand il n'était qu'un jeune gardien avant la malédiction. « Tu as grandi pour devenir un homme bon, K'iren Ashwood, » dit-elle un soir en tricotant de petites affaires de bébé. Martha serait fière. « Ils le seraient tous les deux, » dit Elara doucement, une main sur son ventre où le bébé donnait des coups de pied. La mention de Martha faisait toujours mal, mais c'était maintenant une douleur plus douce, mélangée à de bons souvenirs et à de la gratitude. « J'espère être la moitié de la personne qu'elle était, » dit Elara. « Tu l'es déjà, » répondit Greta avec un sourire entendu. Le travail commença une nuit de printemps, alors que la lune était croissante et que l'air sentait les nouvelles fleurs. Elara se réveilla avec de douces contractions, sachant immédiatement ce qu'elles signifiaient. « K'iren, » dit-elle calmement, touchant son épaule. « C'est l'heure. » Si elle s'attendait à ce qu'il panique, elle fut agréablement surprise. Il y avait de la peur dans ses yeux, oui, mais aussi de la détermination. Il s'était préparé pour ce moment, avait étudié, s'était éduqué. Il ne lui ferait pas défaut maintenant. Greta prit le contrôle avec une efficacité professionnelle, préparant tout, guidant Elara à travers les contractions initiales. Le travail fut long, 18 heures de douleur et d'effort. Mais K'iren ne quitta jamais son côté, lui tenant la main, murmurant des encouragements, utilisant sa connexion magique pour partager sa force lorsque la sienne faiblissait. « Tu peux le faire »
murmura-t-il lors d'un moment particulièrement difficile. Tu es la femme la plus forte que je connaisse. Tu as affronté une foule en colère, marché dans la forêt interdite, dompté un loup sauvage. Tu peux faire ça. Je n'ai rien dompté, haleta Elara avec un rire. Tu as choisi d'être dompté. Détail, répondit Kiren avec un sourire, embrassant son front en sueur. Finalement, alors que le soleil commençait à se lever, peignant le ciel en nuances de rose et d'or, le cri d'un bébé emplit la caverne. C'est une fille, annonça Greta, essuyant rapidement l'enfant et la posant sur la poitrine d'Elara. Une belle petite fille en bonne santé. Elara regarda sa fille pour la première fois et sentit son cœur s'étendre d'une manière qu'elle ignorait possible. Elle était parfaite, petite, avec une légère pousse de cheveux foncés. Et quand elle ouvrit les yeux, « Kiren » murmura Elara avec admiration. Ses yeux. Le bébé fixait ses parents avec des yeux dorés, exactement comme ceux de Kiren, la marque de la lignée des gardiens, du sang du protecteur. Kiren regarda sa fille, et les larmes coulèrent librement sur son visage. 30 ans de douleur, de solitude et de haine de soi. Mais maintenant, tenant cette vie nouvelle et parfaite, tout semblait avoir mené à cet instant. « Bonjour, petite », murmura-t-il, touchant doucement son minuscule visage. « Bienvenue dans le monde. »« Comment allons-nous l'appeler » demanda Elara. Ils avaient discuté des noms, mais aucun ne semblait juste jusqu'à présent. Kiren regarda sa fille, puis sa femme, puis au-delà d'eux vers la forêt qui les avait accueillis, vers la lumière de l'aube qui symbolisait les nouveaux départs. « Aurora », dit-il. Comme l'aube, un nouveau commencement après la longue nuit. « Aurora Martha Ashwood », ajouta Elara, honorant la femme qui avait rendu tout cela possible. Greta essuyait les larmes de ses propres yeux. Martha aurait adoré, dit-elle d'une voix étranglée. Aurora se mit à pleurer alors, et Elara l'approcha instinctivement pour l'allaiter. Le bébé se calma, et tandis que la famille se tenait là, 3 générations de protecteurs et de guérisseuses unies dans l'amour, la forêt environnante sembla célébrer. Les oiseaux chantaient plus fort, le vent soufflait plus doucement. Et si l'on y prêtait attention, on aurait juré que les arbres eux-mêmes s'inclinaient en signe de révérence. Une légende éternelle. Les mois qui suivirent furent un mélange de défis et de joie. Aurora était un bébé en bonne santé, mais exigeant, gardant les 2 parents éveillés de nombreuses nuits. Mais même dans l'épuisement, Kiren et Elara ne pouvaient s'empêcher de s'émerveiller devant elle. À mesure qu'elle grandissait, il devint évident qu'Aurora avait hérité de bien plus que les yeux de son père. À 3 mois, elle montra son premier signe de transformation, juste ses petites mains se changeant brièvement en petites pattes de loup avant de revenir à la normale. « Est-ce normal ?» demanda Elara, inquiète mais fascinée. Kiren rit, prenant leur fille dans ses bras. « Pour une fille à moi, parfaitement normale. Elle a le don, tout comme moi. Nous lui enseignerons le contrôle quand elle sera plus âgée. » Mais Aurora avait aussi la magie d'Elara. Les plantes semblaient pousser plus vite autour du bébé. Les petits animaux étaient attirés par elle, et lorsqu'elle pleurait, il y avait une qualité dans son son qui semblait toucher quelque chose de profond dans l'âme de quiconque l'entendait. « Elle sera puissante », observa Morgana lors d'une de ses visites, tenant Aurora avec une admiration évidente. Un mélange des 2 lignées. « Cela n'arrive pas souvent. »« Elle sera aimée », corrigea Elara fermement. « Le pouvoir est secondaire à cela. »« Sage », approuva Morgana. « Très sage. » Les années passèrent comme des feuilles emportées par le vent, rapides mais belles, chaque instant précieux. Aurora grandit forte et curieuse, explorant la forêt avec l'intrépidité caractéristique de ses parents. Kiren lui apprit à se transformer en toute sécurité, à comprendre l'équilibre entre l'homme et la bête. Elara lui enseigna les plantes, la guérison, l'importance de la compassion. À l'âge de 5 ans, Aurora fit sa première guérison, un oiseau avec une aile cassée. À 7 ans,
Elle réussit sa première transformation complète, sous contrôle total. À 10 ans, elle aidait ses parents dans leur fonction officielle de gardien. « Elle est spéciale », dit Kyrène un soir, regardant Aurora jouer avec des louveteaux dans la clairière. Pas seulement pour sa magie, mais pour son cœur. Elle est notre enfant, répondit Elara simplement, étreignant son mari. Comment ne serait-elle pas spéciale? La vie ne fut pas sans défis. Il y eut des moments difficiles, des maladies, des conflits avec des braconniers, des tempêtes qui mirent leurs compétences à l'épreuve. Mais ensemble, ils surmontèrent tout. Et à mesure que le temps passait, leur histoire devint une légende. L'histoire du roi Alpha, qui fut dompté par l'amour, de la jeune fugitive qui vit la beauté chez un monstre, et de la famille qu'ils créèrent dans les profondeurs de la forêt de Shadowmire. Des voyageurs venèrent de loin pour rechercher leur sagesse. Des enfants grandissaient en entendant des histoires à leur sujet, et la forêt sous leur protection fleurit comme jamais auparavant. 20 ans après cette première nuit où Elara courut dans la forêt, elle et Kyrène se tenaient dans la même clairière où ils s'étaient rencontrés. Aurora, maintenant une jeune femme de 19 ans, effectuait sa première patrouille en solo, un rite de passage pour le nouveau gardien. « Es-tu inquiet ?» demanda Elara, regardant la direction où leur fille avait disparu. « Toujours, » admit Kyrène, mais aussi fière. Elle est tout ce dont j'avais rêvé, et plus encore. Comme toi, dit Elara, s'appuyant contre lui. Ils avaient vieilli gracieusement. Des cheveux gris se mêlaient au noir. Des lignes d'expérience marquaient leur visage. Mais leurs yeux, ses yeux verts et ses yeux dorés, brillaient toujours du même amour qui les avait unis des décennies auparavant. « As-tu déjà regretté ?» demanda Kyrène soudainement. « D'être entrée dans la forêt cette nuit-là? D'avoir choisi ce chemin ?» Elara se tourna pour lui faire face, la confusion et la conviction mêlées dans son expression. « Regretter, Kyrène? Cette nuit-là fut la nuit où ma vie a vraiment commencé. Oui, j'ai perdu des choses. Oui, j'ai affronté la peur et la douleur. Mais je t'ai gagné. J'ai gagné l'amour, j'ai gagné un but, j'ai gagné notre fille. Comment pourrais-je regretter quoi que ce soit ?» Kyrène sourit, l'attirant dans un baiser doux. « Je t'aime, » murmura-t-il contre ses lèvres. « Aujourd'hui, demain, toujours. »« Et je t'aime, » répondit Elara. « Mon roi Alpha, mon mari, mon foyer. » Ils restèrent là, tandis que le soleil se couchait, peignant la forêt en nuances d'or et de carmin. Et si quelqu'un les avait vus, deux gardiens appuyés l'un contre l'autre, unis dans l'amour et le but, il aurait peut-être compris la véritable magie. Elle n'était pas dans les sorts ou les transformations. Elle n'était pas dans le pouvoir ou l'habileté. Elle était dans le choix. Le choix de voir au-delà de la peur pour l'amour. Le choix de tendre la main, même quand tout vous dit de reculer. Le choix de croire à la rédemption, aux secondes chances, aux fins heureuses, même quand le monde semble cruel. Elara avait affronté la fureur du loup blessé, non pas avec des armes, mais avec la compassion, et avait conquis non seulement l'amour du roi Alpha, mais créé une vie qui transcendait toutes les attentes, toutes les probabilités, toute logique. Car au final, les meilleures histoires ne parlent pas de princes parfaits et de châteaux immaculés. Elles parlent de gens brisés qui trouvent la guérison l'un dans l'autre. Elles parlent de monstres qui découvrent leur humanité. Elles parlent de l'amour qui transforme, du pardon qui libère et de l'espoir qui ne meurt jamais. Et tandis que la lune se levait sur la forêt de Shadowmire, deux cœurs battaient comme un seul. Deux âmes entrelacées pour toute l'éternité. Deux histoires de douleur transformées en une histoire d'amour. Et la forêt, ancienne et sage, gardait leurs secrets et célébrait leur victoire. Car Elara avait affronté la fureur du loup blessé et avait conquis non seulement l'amour du roi Alpha, mais avait conquis la liberté, la paix et un avenir au-delà de tout rêve. Et ils vécurent non pas dans une perfection incontestée, mais dans un amour inébranlable pour tous les jours qui leur furent donnés.